bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de la deuxième partie de mon voyage en Toscane. Je suis contente de voir que la première partie vous a plu et je vous ai laissé sur un suspense insoutenable puisque je vous ai dit que j'avais pris le bus pour Sienne et je m'étais arrêtée là. Mais en fait, comme les choses sont bien faites, vous vous en doutez, je suis arrivée à Sienne comme prévu vers midi et demi le vendredi. En fait j'avais choisi de prendre le bus parce que c'était ce qui était conseillé sur internet et je m'étais dit que peut-être j'allais passer par des petits villages mignons et découvrir un peu la campagne toscane. En fait finalement c'était une campagne assez ordinaire qui avait rien de spécial, mais bon c'était quand même sympa de faire un petit voyage en bus, donc je regrette pas d'avoir choisi ce mode de transport là, en plus c'est pas très cher. Du coup je suis arrivée à midi et demi, il faisait déjà très chaud. Et en fait, en me dirigeant vers mon bed and breakfast, comme il était assez excentré par rapport au centre-ville, et ben j'ai déjà eu une première vue magnifique sur toute la ville, où en fait on voit que le Duomo de Sienne se détache complètement et vraiment le monument central de la ville. Et en fait c'est assez étonnant parce que quand je suis allée me promener le lendemain et découvrir le Duomo, on a l'impression qu'il est au contraire complètement renfermé, complètement caché au milieu du village, alors qu'en fait pas du tout. Il surplombe vraiment la colline. Du coup ça c'était un premier truc sympa à voir en arrivant directement à Sienne. Du coup je me suis posée. Ensuite je me suis dit qu'il était largement le temps d'aller manger. Je me suis un petit peu promenée dans les rues, j'ai fait un premier aperçu, une première promenade dans la ville. Et ensuite je suis allée me poser pour manger à la Piazza del Campo. En fait c'est la grande place principale de Sienne qui est piétonne évidemment et sur laquelle tout le monde s'assoit pour profiter du paysage. L'avantage c'est que c'est une très grande place et qu'il y a pas mal d'ombre. Et il y a même une fontaine d'eau potable au milieu, du coup c'est un peu l'endroit idéal pour se reposer un peu par ces grandes chaleurs. Après être allée manger, je me suis dit que j'allais aller voir ne serait-ce que de l'extérieur le Duomo de plus près. Et donc c'est ce que j'ai fait, et c'est vrai que c'est un Duomo qui est évidemment beaucoup moins monumental, beaucoup moins impressionnant que celui de Florence, qui est plus petit, de taille plus modeste, mais il était quand même, je trouve qu'il est quand même magnifique parce que il reprend pareil la même architecture, les mêmes couleurs de marbre blanc et noir à l'extérieur. Du coup il m'a bien plu. Et puis contrairement à Florence, à Sienne il y a beaucoup moins de monde, du coup c'était beaucoup plus tranquille de se promener par là. D'ailleurs ce que je me suis dit à ce moment là, c'est que finalement Sienne ça ressemblerait plutôt à un grand village comme on peut trouver dans le sud de la France, les petits villages sympas de vacances avec ces petites ruelles, alors que Florence pour le coup c'est vraiment une grande ville. Du coup c'est pour ça il y a un vrai contraste. Et puis aussi au niveau architectural, au niveau des couleurs, Sienne par exemple il y a beaucoup de bâtiments en briques, c'est pas forcément le même style que ce qu'il y avait à Florence, du coup c'est un contraste assez intéressant. Ensuite en fin d'après-midi je me suis dit que j'allais continuer à explorer un peu comme ça au hasard la ville, et je suis tombée sur la Piazza del Mercato. En fait c'est une très grande place entourée de petites maisons sur laquelle il y a une sorte de grande halle. Alors vu que ça s'appelle la place du marché, j'imagine qu'à l'origine il y avait un marché, je sais pas s'il y en a toujours aujourd'hui, mais c'était un endroit hyper sympa, il y avait personne qui se promenait dans ce coin là, pourtant c'était super joli. Là voilà, pour le coup ça faisait aussi typiquement une place de village. Et puis aussi ce qui était sympa c'était que quand on allait jusqu'au bout de la place, on avait une vue magnifique sur la campagne environnante. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi en Toscane, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment toujours une proximité avec la nature, même quand on est voilà, dans des gros villages, des grandes villes touristiques, il y a quand même des petites collines, des petites montagnes. Et d'ailleurs en parlant de proximité avec la nature, quand je me promenais dans ce coin là, j'ai repéré un petit chemin qui partait vers un parc. Alors je me suis dit que j'allais aller voir ce que c'était, et en fait c'est un parc attenant à une ferme-restaurant qui était arborée de façon hyper sympa, vraiment un écrin de verdure collé à la ville. Il y avait même des animaux, enfin bref c'était un endroit assez insolite. Et du coup ça m'a permis de me promener encore un peu avant que ce soit l'heure du repas, parce qu'en fait j'avais repéré un restaurant justement à la Piazza del Mercato, et c'est là que je suis allée manger. Et une fois mon repas fini, j'ai à nouveau traversé la ville pour retourner à mon bed and breakfast, et j'ai pu profiter d'un petit coucher de soleil pareil sur le Duomo.
Pas aussi beau que celui de Florence, mais c'était quand même sympa. Le lendemain, après mon petit déj, mon programme c'était au moins visiter le Duomo de l'intérieur et un peu les monuments attenants. D'abord ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à arpenter la ville vers les coins que j'avais pas encore visités. Et je suis tombée un peu par hasard sur la basilique Saint-François qui m'a un peu intriguée, et en me promenant je suis tombée sur le cloître qui a eu l'avantage de m'abriter parce qu'on commençait à recevoir quelques gouttes de pluie. Et du coup je me suis retrouvée dans ce cloître, là aussi il y avait assez peu de monde qui visitait, qui est assez bien conservé, assez bien restauré. Du coup ça c'était un endroit assez sympa à découvrir. Et je me suis rendu compte aussi que tous les bâtiments qui étaient autour de ce cloître étaient aujourd'hui une université. Donc c'est étonnant qu'il y ait des gens qui aient des cours dans un lieu de ce type là. Ensuite donc je vais pour visiter le Duomo enfin. Et ce qui est bien, c'est qu'à Sienne ils ont fait un billet unique, c'est-à-dire que du coup avec ce billet tu peux visiter le Duomo, toutes les annexes, les bâtiments attenants, et aussi le musée qui est juste à côté et l'espace de Belvédère, mais ça je vais en parler juste après. Donc du coup j'ai visité le Duomo. J'ai trouvé que même si la taille était plus modeste que celui de Florence, il était quand même assez impressionnant à l'intérieur, ne serait-ce que par la hauteur du bâtiment, et aussi parce qu'on retrouve exactement les mêmes couleurs qu'à l'extérieur, c'est-à-dire le marbre noir et blanc. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le sol en fait, qui est complètement décoré et très coloré. Donc ça fait des espèces de fresques sur le sol qui sont très bien mises en valeur et qui couvrent complètement toute la basilique. Ensuite j'ai visité les différentes salles de la basilique et aussi la crypte que j'ai trouvé étonnamment bien conservée et étonnamment colorée en fait, avec des belles décorations, des belles fresques à nouveau très colorées à l'intérieur. Et ensuite j'ai continué vers le musée de l'opéra qui m'intéressait pas tellement, mais en fait qui, une fois qu'on le traverse, permettait de monter jusqu'au Facciatone. En fait c'est une sorte de muraille à partir de laquelle on a une très belle vue sur Florence. Alors il faut faire la queue pour entrer dans le musée et ensuite il faut faire la queue pour accéder au Facciatone parce que en fait c'est un endroit très étroit, du coup il y a seulement 20 personnes à la fois qui peuvent y passer. Mais ça valait le coup parce qu'en effet une fois qu'on était là-haut, et ben on avait une très jolie vue sur Sienne, on voyait le Duomo juste à côté, on avait une belle vue sur les toits de la ville et aussi sur la campagne avoisinante, puisque comme je disais on était vraiment dans la verdure même quand on était dans la ville. Du coup c'est sympa aussi de prendre une petite brise d'air pendant un quart d'heure, donc ça vaut largement le coup. Et ensuite après cet effort, parce que pour monter là-haut quand même il faut prendre un escalier en colimaçon avec plusieurs dizaines de marches, du coup on a un petit coup de chaud quand on monte jusque là-haut. Et donc après cet effort j'ai décidé d'aller tester une glace, parce que quand j'étais la veille sur la Piazza del Campo, je sais pas, j'ai repéré une glacerie, je me suis dit je sais pas pourquoi, je sens que là les glaces ont l'air bonnes. Et j'ai testé et je ne me suis pas trompée parce que ces glaces étaient absolument délicieuses. L'enseigne paye pas de mine et franchement il y a un choix de fou. Et je crois que c'est les meilleures glaces que j'ai mangées ce séjour et puis depuis très très longtemps. Donc si vous êtes à Sienne, surtout le premier truc à faire je dirais c'est d'aller voir ce glacier. D'ailleurs j'ai tellement aimé ma glace que en fait après mon repas du soir j'y suis retournée pour en prendre une deuxième, parce que je me suis dit bon c'est le moment ou jamais, j'ai un glacier excellent, je ne retournerai pas à Sienne, du coup autant en profiter un maximum. Donc bah après mon goûter, voilà, je me suis à nouveau promenée dans les petites rues, je pense que j'ai dû marcher au moins 10 km dans Sienne. Maintenant je connais toutes les petites rues, tous les recoins, machin, parce que j'ai essayé à chaque fois de sortir un petit peu des grosses ruelles les plus empruntées. J'ai vu des petits chemins hyper sympas où il y avait personne, mais c'est ça que j'aime bien aussi. Et du coup voilà, je me suis promenée le plus possible jusqu'à l'heure de mon dernier repas. Et c'est comme ça que s'est achevé à peu près mon séjour sur Sienne. Donc le lendemain, on est le dimanche. Le plan c'est de reprendre le bus jusqu'à Florence, le même que celui que j'ai pris à l'aller. Et une fois à Florence, d'attraper un train pour aller jusqu'à Bologne.
Donc c'est ce que j'ai fait. J'avoue, j'avais un peu peur, je m'étais dit j'espère que y aura bien le bus que je veux prendre alors qu'on est dimanche et tout, j'étais pas trop sûre, mais bon, finalement tout s'y goupillait comme prévu. J'ai réussi à attraper mon train 5 minutes avant qu'il parte, parce que bon, c'est un petit peu la galère en Italie pour les trains, vu que le marché est libéralisé. Tu dois essayer de comprendre à quel guichet tu dois acheter ton ticket. Y a plein de compagnies différentes, tu sais pas si tu sais pas quel est le meilleur prix pour l'horaire que tu veux, enfin bref, c'est un peu compliqué. En plus je vois là il y avait des grèves, donc bon, rajouter au stress, mais bon, finalement 5 minutes avant j'étais dans mon train, un train voilà, qui fait le job, 25 minutes en tunnel à grande vitesse pour arriver jusqu'à Bologne. Du coup là pareil, je suis arrivée voilà, vers midi et demi, 13h. J'étais à nouveau dans un Airbnb qui était un petit peu excentré par rapport au centre-ville, mais il était hyper sympa. J'ai profité de la salle de bain parce qu'à nouveau il faisait hyper chaud, donc il fallait se rafraîchir un peu. Et je suis à nouveau partie en quête d'un repas un peu tardif. Pour la suite de mon programme, en fait j'avais une carte touristique avec un itinéraire qui était conseillé. Du coup je l'ai suivi, j'ai fait à pied cet itinéraire qui m'a donné un bon aperçu de Bologne. Là pour le coup, contrairement à Sienne, c'est vraiment une ville. À nouveau comme Florence, on est vraiment dans une ville, c'est plus du tout un village. Il y a énormément de grosses villas italiennes, de bâtiments très imposants. J'ai aussi repéré qu'il y avait beaucoup de façades très colorées. Contrairement à Sienne, donc, où c'était assez monochrome avec des façades en briques, ou à Florence où il y avait surtout des façades écrues et des volets verts, là à Bologne c'était beaucoup plus divers, beaucoup plus coloré. J'ai aussi remarqué qu'à Bologne il y avait énormément de street art dans toutes les rues, t'as plein de tags, de fresques, de décorations, donc je pense que ça c'est une part importante de l'identité de la ville. Après avoir passé bien l'après-midi à me promener à Bologne, à me reposer un peu, et bah j'ai voulu tester une pizzeria qui était pas très loin et qui était hyper bien notée sur Google. Et j'ai bien fait parce que pour 6 € j'ai eu droit à une pizza absolument délicieuse. Donc c'était une belle première journée. Et le soir, mon hôte était enfin là pour me donner des conseils sur la ville. Et du coup elle m'a prévu un petit itinéraire pour le lendemain, que j'ai à peu près suivi entièrement. Donc le lendemain, le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allée me promener vers le marché aux herbes, qui est une sorte de halle avec plein de petits étals et aussi des restaurants tout autour. Et le plan c'était ensuite d'aller choper une glace parce qu'elle m'avait conseillé une glacerie qui était très bonne. Et elle m'a dit à Bologne il y a vraiment des très bonnes glaces et tout, donc je me suis dit je vais voir si elle arrive à être aussi bonne que celle que j'ai mangée à Sienne. Et finalement j'ai trouvé que non, celle de Sienne c'était vraiment la meilleure possible. Donc celle-là était bonne, mais bon non, ça n'a pas réussi à détrôner ma première glace. Et ensuite le plan c'était de descendre complètement jusqu'au jardin Marguerite, qui était en périphérie de la ville, pour pouvoir me rafraîchir un peu, me mettre à l'ombre d'un arbre, voilà, profiter de la verdure. Et ce qui est bien, c'est que c'était vraiment un très grand parc. C'est pas comme les petits jardins parisiens dont on a l'habitude, là c'était vraiment un grand parc avec des très grands arbres. Et ce qui était particulièrement impressionnant, c'était le bruit des cigales dans cette parc, parce qu'il faisait tellement chaud, je crois qu'elles étaient folles quoi. J'ai jamais entendu un capharnaüm pareil de cigales quelque part. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que je suis remontée vers le quartier universitaire, parce que Bologne c'est la première université d'Europe, et en effet il y a vraiment cette ambiance là, cette ambiance étudiante. Il y a plein d'universités différentes et on sent que voilà, il y a vraiment une animation étudiante dans la ville, donc ça c'est vraiment sympa. Et je me suis posée dans ce coin là pour un cappuccino à un prix défiant toute concurrence, parce que c'était genre je sais pas 1,60 € le cappuccino au lait de soja. Prends ça dans ta face Starbucks. Et ensuite j'ai continué ma promenade et là je me suis plutôt orientée vers l'ancien quartier juif. Je crois que ça s'appelle comme ça s'appelle Ghetto Hebraico. Et en fait là c'est justement, on dirait une sorte de petit village à l'intérieur de la ville, parce que c'est des rues très étroites, à nouveau des façades très colorées, et du coup on se croirait un petit peu dans un petit village. Et c'est un coin que j'ai bien aimé en effet. Et c'est un peu là-dessus que s'est terminée ma dernière journée de voyage, parce que j'ai continué à me promener un peu, voir les coins que j'avais pas encore fait. J'ai choisi un restaurant un peu au pif pour manger le soir.
Et après je me suis rentrée à mon Airbnb pour ma dernière soirée. Et du coup je me disais que pour clore cette vidéo je pourrais faire un petit bilan non seulement sur mon voyage mais aussi sur le fait de voyager seule. Je sais qu'il y a des gens que ça peut rebuter l'idée de voilà partir tout seul en voyage et tout, mais moi ça m'a pas du tout dérangé. Parce que si j'ai envie de faire un truc, je le fais, et même s'il n'y a personne pour m'accompagner. Là j'ai envie de partir en vacances, donc c'est ce que j'ai fait. Je suis autonome, je sais me débrouiller, j'avais prévu les choses à l'avance, je savais quel bus, quel train je devais prendre, comment j'allais goupiller un peu les différents itinéraires de mon voyage, donc pour le coup c'était pas un problème. C'est ça l'avantage aussi quand on voyage seul, c'est que voilà, j'ai un peu improviser mon programme au jour le jour. Si j'avais envie de rentrer pour faire une sieste, je le faisais. Si j'avais envie de continuer de marcher pendant 1 heure, je le faisais. Du coup voilà, c'est l'avantage, c'est qu'on est vraiment flexible, on fait ce qu'on veut. Et je pense qu'un truc qui est bien aussi quand on part seul, c'est de choisir justement les Airbnb ou les bed and breakfast et de pas aller dans un hôtel. Parce que d'une part l'avantage de l'Airbnb c'est qu'on a un hôte qui habite sur place, qui va pouvoir nous donner des conseils un peu atypiques, des petites astuces qu'on n'aura certainement pas si on se contente d'un guide ou des conseils d'un hôtel quoi. On aura vraiment la perspective d'une personne qui habite sur place et qui connaît les bonnes adresses. Et également au niveau du logement lui-même, l'avantage de l'Airbnb c'est qu'on habite vraiment dans un quartier qui est peut-être plus résidentiel et plus calme, mais du coup on est vraiment intégré dans la vie locale, contrairement à un hôtel où on va être certes plus central mais du coup dans un quartier qui sera plus touristique et on aura peut-être moins un aperçu de la vie dans une ville en particulier. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette série de 2 vidéos sympas, que ça vous a donné envie de voyager, que ça vous a fait un peu découvrir la Toscane si vous ne connaissez pas. On va se retrouver bientôt pour une vidéo sur le métro, n'ayez crainte, c'est en préparation lentement mais sûrement, j'ai plein d'idées, n'ayez pas peur. Moi je vous souhaite une très bonne journée et puis à la prochaine.